Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un musicien et créateur de contenu né à Monaco. Il est souvent qualifié comme l'un des guitaristes francophones les plus regardés sur YouTube. Véritable autodidacte, il décrypte la musique et les sons. Bonjour Florent Garcia. Bonjour Geneviève et merci pour l'invitation. Florent, on se disait qu'on ne se connaissait pas beaucoup, mais ce que je sais, parce que j'ai regardé des vidéos de toi sur YouTube, c'est que ça fait un carton. Ça fait un carton comme ça du jour au lendemain, une vidéo sur YouTube ? Alors non, et ça fait un carton relatif. C'est-à-dire que quand même. Je suis quand même sur une niche, moi. C'est-à-dire que je parle de musique et en plus, je suis plutôt spécialisé sur un certain type de musique. Globalement, je parle pas mal de classique rock, de musique. Alors moi, je suis guitariste, donc je parle aussi beaucoup de guitaristes. Et en plus, j'ai une approche qui est assez analytique. J'aime parler un peu de théorie, d'arrangement, de choses un peu techniques. Donc forcément, tout de suite, ça réduit un petit peu mon audience. Mais non, forcément, au début, quand j'ai commencé à sortir des vidéos, j'avais un format qui était différent aussi. J'ai mis du temps à trouver le format actuel. C'était plus comme des cours de guitare, ce que je faisais au début sur YouTube. Donc j'ai développé une communauté comme ça, petite, mais de gens qui me suivaient vraiment attentivement pour les cours de guitare. Et au fur et à mesure, parce que je donnais aussi des cours de guitare à côté de mon vrai métier. Voilà, c'est ça. Et donc je commençais à en avoir marre en fait de donner des cours de guitare tout le temps, parce que moi ce que j'aime c'est la musique globalement, pas forcément juste donner des exercices. Surtout qu'au final, c'est assez stérile, quoi. Une fois qu'on a l'exercice, c'est bon, quoi. C'est pas ça la finalité. Tu veux dire que le cours de guitare, c'est de la mécanique, en fait ? Bah, souvent, quand on débute, il y a beaucoup de mécanique, alors que la finalité, elle est tout sauf mécanique. La seule chose qui compte, c'est créer de la musique, quoi. C'est à quoi ça... ce qu'on entend. Ouais. Enfin, donc, pour quelqu'un comme moi qui a essayé au piano, la mécanique m'a arrêté, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est le problème. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux faire, moi. Mais sans savoir faire ça, je pouvais pas faire ce que je voulais. C'est ça, mais c'est très compliqué en tant que professeur de trouver la balance, justement, entre les deux. Surtout qu'il y a des gens qui ont plus besoin du travail mécanique que d'autres. En plus, si on a des enfants ou des adolescents, ça a tendance à être rébarbatif très vite. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est de la répétition. Forcément, c'est de la répétition, mais on a tendance à souvent travailler mal. C'est-à-dire qu'au début, quand on apprend la musique, on a tendance justement à se mettre dans cette optique de « Ok, il faut que je fasse de la technique tous les jours, mais beaucoup ». Et puis ça viendra après, alors qu'en fait, l'apprentissage de la musique, c'est vraiment comme une langue. Il faut faire de la conversation, il ne faut pas faire que Exactement, c'est ça serait comme apprendre une langue juste en ouvrant un livre et en apprenant des conjugaisons. C'est impossible d'y arriver. Et on a tous appris à parler avant d'apprendre la grammaire. Un enfant, il parle bien avant de savoir lire, bien avant de savoir écrire. Donc c'est vrai que l'approche qu'on a tendance à avoir au début avec la musique, elle est contre nature, si j'ose dire, quoi. C'est ça qui est compliqué au début. Et à vrai dire, moi, j'en avais un petit peu marre de tout le temps être dans les cours très théoriques et très techniques. Donc, j'ai commencé à élargir les sujets dans mes vidéos, à parler plus globalement de composition, de perception. Je parle beaucoup de l'aspect émotionnel aussi, parce que quand j'explique quelque chose de théorique, je le mets toujours en parallèle avec ce que ça apporte d'un point de vue émotion et ressenti. Ressenti, ouais. Et là, j'ai commencé à m'adresser à plus de gens, parce que même des gens qui n'étaient pas musiciens, mais juste qui aimaient bien la musique, s'y retrouvaient. Et c'est là où ma chaîne a commencé à grossir, mais la croissance, elle a été constante. Ça n'a pas été du jour au lendemain la chaîne qui explose, et ça marche. Disons, aujourd'hui, j'ai 240 000 abonnés, quelque chose comme ça. Mais ça a mis du temps à arriver là, c'était pas du jour au lendemain, quoi. 240 000 abonnés pour un gars de Monaco... Qui fait quoi alors ? Qui fait sa scolarité à Monaco et qui découvre la musique à Monaco ? Comment ça s'est passé ? Ouais, complètement, c'est ça. Bon, après, il y a GMK. GMK, il a plus d'abonnés que moi. Oui, mais lui, il parle de voiture. Puis vroom vroom. Mais c'est très bien aussi. Oui. Mais proportionnellement, je pense qu'il y a plus de gens qui conduisent des voitures que de gens Exactement. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je dis que moi, je suis vraiment sur une niche, parce qu'en plus, j'ai cet aspect un peu... je m'adresse plus à des musiciens ou à des gens déjà un peu érudits ou qui s'y intéressent. Mais donc oui, j'ai découvert la musique. Non, j'ai découvert la musique avec mes parents, comme tout le monde à la maison quand j'étais vraiment tout petit. Ils sont musiciens, tes parents ? Pas du tout. Mais ils ont toujours, mon père et ma mère ont toujours eu une sensibilité pour la musique, on va dire, et pour la musique et pour le cinéma globalement. Donc eux, ils avaient des métiers normaux, ils n'en ont jamais fait, mais avec mon frère, ils nous ont toujours pas mal exposés en fait à différents domaines artistiques, quoi. Et donc moi j'avais fait ce qu'on appelle les classes CHAM maintenant, donc c'est les formations musicales comme on a à Monaco,
où en primaire, on a une journée de cours par semaine, en gros, qui sont des cours de musique. J'avais été sélectionné, alors je sais pas s'ils font toujours ça, mais il y avait un prof de musique qui venait nous voir à la maternelle, qui nous faisait faire un petit test, ça faisait très X-Men dans l'esprit. On nous fait faire un test pour voir si on est prédisposé à comprendre un petit peu les mécanismes de la musique, et si il détecte que oui, on a quelque chose, il nous propose d'intégrer ces fameuses classes. Donc, d'accord, et toi tu te retrouves dans cette fameuse classe? C'est ça, à 6 ans, en CP, c'est la classe à l'école de la Condamine, là, pas loin des studios. Et donc, on avait par semaine, voilà, deux demi-journées en fait d'apprentissage musical, en plus des cours normaux, quoi. Et très vite, ça te plaît? Alors non. Ah, tu vois. C'est ça qui est drôle. C'est que, on en parlait juste avant, c'est un conservatoire classique à Monaco, avec un apprentissage classique aussi. Donc technique au départ. Qui est très technique et c'est ça, c'est du solfège. Hein. C'est la première année, en plus, on ne fait pas d'instrument, c'est que du solfège. Que du solfège. Alors, il y a il y a des petits ateliers, il y a du carillon, il y a des choses comme ça. Et je pense que depuis, parce que ça fait maintenant presque 25 ans, donc je pense que ça a pas mal évolué pour avoir été en contact avec des professeurs maintenant à l'académie. Mais c'était très théorique, c'était aussi assez sévère. Parce qu'en plus, on avait des notes qui comptaient pour notre moyenne. Alors en primaire, ça fait sourire maintenant qu'on est adulte, mais quand on y est, quand on a 6 ans et qu'on a des notes, c'est impressionnant. Là, et quand on veut le vélo qu'on veut à Noël. Exactement, quand on veut les beaux cadeaux. Mais tout de suite, en fait, de rajouter une note, c'est vrai que ça met tout de suite un poids. Et j'ai jamais aimé travailler... Ça enlève le côté ludique de la chose. Exactement. En fait, hein. Et moi, la contrainte, ça m'a toujours un petit peu... j'ai jamais aimé ça. Donc, j'avais ça comme une contrainte, plus les devoirs à faire à la maison, plus des choses à apprendre par cœur, et le manque d'application dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est toujours compliqué. Je sais qu'Alexandre Astier, il en parle souvent aussi, parce que lui, il a eu le même type d'apprentissage. On a parlé avec Alex Jaffray aussi à ce même micro. Il disait la même chose. C'est ça. Et on a tous un petit peu le même constat, c'est qu'aujourd'hui, on est content d'avoir eu ça parce que ça nous a apporté des connaissances qu'on utilise toujours. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des moyens un peu plus optimaux d'apprendre la musique à des enfants et de passionner des enfants? C'est toujours un équilibre qui est dur à avoir. Après, je comprends, c'est quand on a des classes de 20 gamins, on va à l'essentiel, voilà, on va au plus rapide. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait avoir plus de pratique, ou en tout cas plus de mise en contexte de la musique. C'est ça qui est difficile à comprendre quand on est enfant, c'est que ce qu'on apprend là, on peut le mettre dans un certain contexte, et c'est pas la finalité. Apprendre l'ordre des dièses et des bémols, c'est bien, mais ça s'arrête pas là, en fait, ça rentre dans quelque chose de plus grand. Après, c'est un peu essentiel, hein. Si t'as pas l'ordre des dièses et des bémols, c'est compliqué. Hein. Oui et non. Honnêtement, moi, dans mon usage aujourd'hui, honnêtement, je me pose jamais la question de fa, do, sol, ré, la, mi, si. C'est pas un truc qui me vient. Et la plupart des musiciens, en plus, surtout dans les genres que moi je pratique, beaucoup ne connaissent pas l'ordre des dièses et des bémols, ou n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est la... Tu veux dire qu'ils font de la musique à l'oreille, alors? Ouais, c'est ça. Mais tout le monde fait de la musique à l'oreille. En fait, la théorie, c'est une description de ce qu'on fait. C'est une transcription, c'est une façon d'expliquer au plus grand nombre, en tout cas ceux qui savent lire ce langage. Et c'est une manière d'échanger avec d'autres musiciens aussi. C'est-à-dire que forcément, quand on travaille avec des musiciens, quand on fait de la session, c'est pratique de savoir lire parce qu'on nous envoie les parts, voilà, comme ça, ça fait gagner du temps. Pareil, quand on dit, ok, c'est en quelle tonalité, attention, là, ça module en ça, au moins dans notre tête, ça clarifie la chose. Mais ça vous fait, ça fait gagner du temps, mais c'est pas ça la finalité du tout, en fait, on s'en fiche. Il y a plein de jazzmen, même très, très connus, alors que le jazz, c'est vrai que maintenant, on a tendance à penser que c'est très cérébral et que c'est très théorique, mais il y a plein de jazzmen, en tout cas de la grande époque du jazz ou quoi, qui n'avaient pas du tout une approche théorique. Et j'ai vu des interviews de personnes qui, quand on leur parle de mode, alors les modes, justement, c'est certains types de gammes, c'est des choses déjà assez pointues, et qui disent non, j'ai jamais pensé au mode, et moi j'en ai rien à foutre, quoi. Le mixolydien, le dorien, le truc, je sais pas ce que c'est, et juste ils entendent, ils font à l'oreille, et il n'y a pas besoin de plus, en fait. Tu parlais de jazz, est-ce que c'est ça que vous écoutiez à la maison? Tu dis, mes parents nous ont toujours beaucoup mis dans le bain. Alors, qu'est-ce qu'on écoutait à la maison, chez les Garcia? Alors, on écoutait plutôt de la variété. La variété assez variée, mais c'était assez sympa. Je sais qu'il y avait quelques albums qui tournaient. Alors, quand j'étais tout petit, j'écoutais du Henri Dess.
Tu vois ce que c'est, ça? Je vois. Excellent. Et donc, on avait des chansons très comme ça. Voilà, c'est ça. L'évolution artistique de Florent Garcia, je vois. Parce que pour arriver au classique rock... Il faut bien démarrer quelque part. On en est loin, certes. Après, il y avait un peu de Johnny Hallyday, de la variété française, et puis la radio aussi, voilà. Donc on avait du Balavoine, du Goldman, des trucs comme ça. Je sais que quand j'avais... musicalement, tout ça, c'est... c'est très bien, c'est très bien. C'est quand même assez évolué déjà. Hein. Et Johnny et Goldman, c'est des mecs qui étaient très influencés par les courants rock américains, quoi. Hein. Vraiment, de toute façon, Johnny, la moitié des chansons à l'époque, c'était des reprises. Et Goldman, pareil, c'était très, très américain ce qu'il faisait. Et donc j'avais découvert Queen aussi en primaire. Je me rappelle, ma mère avait acheté le best-of parce qu'on avait entendu Bohemian Rhapsody à la radio. J'avais dit c'est super et tout. Donc c'était la question d'Alex Jaffray qui me dit est-ce qu'il y a un morceau de musique qui t'émeut? Et moi je lui disais Bohemian Rhapsody. Je sais pas si c'est parce que c'est l'idée de ce nomadisme, de cette génération qui faisait un peu les choses ou la musique ou les deux. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de sentimentalité, enfin en tout cas de sensation. Et c'est vrai que ça, avec la musique... Est-ce que tu écoutais du classique? Non, ça non. Non. J'ai toujours eu... les seules choses qui se rapprochaient un peu du classique que j'écoutais, c'était des bandes originales de films, par exemple. Mais voilà, c'était une très bonne introduction. Ils sont parfois inspirés, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. À l'époque, c'était Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et compagnie, quoi. Donc forcément... Hans Zimmer, quand même. Enfin, je veux dire, Hans Zimmer... Hans Zimmer, il est quand même il a plus une approche... rock. De la musique, même s'il a des arrangements, enfin surtout maintenant le Hans Zimmer qu'on connaît aujourd'hui, pas le Hans Zimmer forcément du Roi Lion. Du Roi Lion. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque il avait des arrangements un peu plus classiques, on va dire niveau bande originale, mais depuis le Hans Zimmer, on va dire de Interstellar, de tout ça, il a vraiment plus une approche texturale, je dirais, de la musique. Harmoniquement, c'est toujours très très simple. Et c'est ça d'ailleurs, je pense que j'aime bien et que les gens aiment bien, c'est que ça connecte très facilement parce qu'émotionnellement, on va avoir 3 notes. Et par contre, après, il va passer un temps fou à se poser la question de la texture, du mixage. Pour Interstellar, il était allé enregistrer un orgue très particulier, justement en Angleterre ou en Écosse, je sais plus, avec un certain type de reverb. Et en fait, c'est ça qui donne vraiment le caractère. Donc voilà, et là aussi, il y a plein d'écoles là-dessus. Et là, je suis en train de me rendre compte que la musique, c'est pas simplement le son qu'on produit avec l'instrument. Les notes, ouais. C'est pas les notes. C'est pas seulement ça, quoi. Exactement, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi dans mes vidéos, parce qu'il y a beaucoup de mes collègues, en tout cas disons soit de guitaristes, soit de musiciens, qui aiment bien justement ce genre-là, plutôt assez figé dans une époque en fait. Donc ça va être le rock 70s ou ça va être le jazz classique, on va dire en gros, qui parle énormément de théorie et de complexité, on va dire théorique, musicale, et qui disent voilà, la musique aujourd'hui c'est moins bien parce que regardez les arrangements qu'on avait à l'époque, regardez tout ça, alors qu'aujourd'hui c'est très simpliste et tout. Alors certes, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, mais par contre aujourd'hui ce qu'on a, c'est tout ce qui est l'aspect arrangement et texture sonore qui est je veux dire, infiniment plus complexe qu'à une certaine époque. C'est un langage qui évolue en fait. C'est ça complètement, et en fait parfois on parle de Billie Eilish par exemple, des chanteuses comme ça américaines très connues, ah oui il y a 3 notes et tout. Ouais, mais par contre en termes d'arrangement, c'est un exemple que je cite souvent parce que pour moi donc Phineas, qui est le frère de Billie Eilish qui produit ses albums, pour moi c'est vraiment un type qui est à des années-lumière d'avance en termes de production sur le gros de l'industrie américaine, et qui a toujours des idées de production complètement folles, qui va enregistrer 15 fois la même voix, qui va les mixer vraiment très particulièrement en rajoutant des effets improbables dessus. Et c'est vraiment un album, les albums de Billie Eilish, pour moi ça s'écoute vraiment au casque ou sur de très bonnes enceintes, et là on réalise tout le boulot qu'il y a derrière, et c'est pas juste des chansons pour adolescentes dépressives, quoi. C'est vraiment c'était ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant. Je me suis dit, en fait la musique ça s'arrête jamais, c'est tout le temps. On pense aux productions, on pense au mix, tu parlais de tous ces arrangements, de tous ces... La piste créative, elle est infinie, quoi. Ouais, exactement, c'est ça, il y a tellement de pistes à creuser, et c'est pour ça que ça me fait toujours un peu sourire, moi, quand j'entends des gens qui disent « Ah, la musique maintenant, c'est nul, voilà, ça vaut pas l'époque », tu te dis « Mais en fait, je pense qu'on est responsable de son propre ennui ». C'est une phrase que j'aime bien. Et que forcément, si on écoute du Billie Eilish ou du rap, ou en se posant la question de l'harmonie, oui, je pense qu'on regarde pas au bon endroit. C'est pas ça qu'il faut regarder. C'est ça. Et il suffit juste de changer un petit peu son analyse et d'ouvrir un petit peu. Mais parce qu'on a tous, alors on a tous, en tout cas générationnellement, je pense, il y a des gens qui ont grandi avec l'harmonie comme le sens à donner ou le sens à chercher. Et voilà, on a tous
on a tous notre influence. Je pense qu'il y en a qui cherchent la mélodie, il y en a qui cherchent l'accord, il y en a qui cherchent ce que ça leur fait ressentir. Enfin, il y en a qui cherchent à écouter simplement. C'est un peu tous. C'est pour ça que je me dis. C'est pour ça que je me dis. Alors j'y reviens. 240 000, c'est ça, hein 240 000. C'est ça. Ah ouais. À peu près. 240 000, c'est quand même un score parce que. Tu dis, moi, je parle de musique, mais je parle de plus que ça. Je parle des accords, des arrangements, etc. 240 000, c'est quand même une communauté déjà, hein, de gens qui n'écoutent pas simplement la musique passivement, en fait. Oui, c'est sûr, complètement. Après, c'est vrai que c'est des volumes, on n'arrive même pas trop à s'imaginer 240 000, parce que 240 000, ce sont les abonnés. Après, il faudrait qu'on regarde les chiffres que font chaque vidéo. C'est ça, et ça aussi, en plus, surtout aujourd'hui, maintenant, les vidéos, le nombre de vues, ça va être géré par l'algorithme. Là, une de mes dernières vidéos a fait 500 000 vues en une semaine, et ma toute dernière en a fait 10 000 en 3 jours. Donc, c'est énorme, la variable est énorme. Le delta c'est ça, le delta est monstrueux. Il suffit de la sortir au mauvais jour, ou en même temps qu'une vidéo de Squeezie qui va un peu phagocyter les vues, et du coup, nous, ça fait pas le bon nombre de vues. Enfin, c'est très compliqué, donc j'essaie de me détacher, moi, justement, du nombre de vues. J'essaie surtout d'être fier des vidéos que je sors, et de me dire, ok, même s'il y a que 10 000 personnes, enfin que 10 000, ça aussi, c'est ridicule de dire ça, parce que 10 000, c'est énorme, déjà, essayer de visualiser 10 000 personnes qui nous écoutent. À taille humaine, 10 000, c'est un stade de basket, hein. C'est ça, je veux dire, réunir 10 000 personnes à un concert ou quoi, déjà, il faut le faire. Donc, et aujourd'hui, 10 000 sur YouTube, c'est vrai que c'est une petite audience, on se dira, c'est une petite chaîne, 10 000 vues, alors qu'en fait, c'est déjà monstrueux, donc j'essaie de me mettre dans cette optique de, déjà, si je suis fier de la vidéo que j'ai faite, et si les gens apprennent quelque chose en sortant et ne ressortent pas justement avec quelque chose de négatif, parce que oui, je pense que si je passais mon temps à faire des vidéos en disant la musique c'est moins bien qu'avant, voilà, c'était mieux, c'est sûr que là je ferais plus de vues, mais par contre les gens ils en sortent avec moins de savoir et peut-être un petit peu plus mal dans leur peau que qu'en apprenant des choses. Tu te souviens du moment où tu décides de faire des vidéos ? Oui, moi j'ai suivi YouTube très tôt. Dès les premières versions. On assimile beaucoup musique et YouTube. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais moi je me dis que si je cherchais à toucher une communauté musicale, donc des gens qui aiment la musique, qui en parlent, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à la faire évoluer, c'est sur YouTube. Je pense que je les trouverai. Ouais, mais tu as raison, parce que les gens sont plus ouverts à une consommation de contenu pas extrêmement court, on va dire. J'ai pas envie de dire long, parce que mes vidéos sont pas forcément très longues. Elles font combien environ ? C'est variable, mais entre 10 et 20 minutes, je dirais. Ouais. Voilà. J'essaie de me maintenir là-dedans, mais c'est vrai que maintenant, le contenu est de plus en plus court. C'est-à-dire que voilà, TikTok, c'est le plus gros réseau actuel, et on est vraiment sur des contenus qui font moins de 30 secondes. Voilà, mais sur TikTok, on fait pas de la vulgarisation de musique. Hein. Il y en a qui font un petit peu, ça commence, je trouve, justement, TikTok, pareil, moi, j'ai pas trop pris le train en marche, parce qu'au début, c'était vraiment... j'ouvrais l'application, ça me filait de l'urticaire, quoi. Je me disais, oula, le contenu n'est pas fait pour moi, je suis vraiment pas la cible. Et de plus en plus de mes collègues vulgarisateurs, on va dire, commencent à faire des contenus vachement sympas. Et en plus, l'algorithme de TikTok, on dirait qu'il est connecté à notre cerveau, c'est incroyable. Il suffit de regarder 2-3 vidéos intéressantes et après... tu as un flux, c'est ça, et tu n'as plus ce flux du départ, justement, quand tu ouvres l'application où tu te dis, oula, mais qu'est-ce que ça me montre, mais c'est n'importe quoi. Donc là-dessus, TikTok est assez fort, mais par contre, effectivement, c'est des formats qui sont très très courts, et moi j'aime bien apprendre des choses. Quand je regarde des vidéos, j'aime bien en ressortir en ayant plus de savoir, on va dire, et c'est compliqué sur des formats courts. Alors c'est plus des anecdotes qu'on va avoir, on va dire, sur TikTok. C'est ça. Ça va être, ah oui, en telle année, il a fait ça, et puis il s'est servi de tel micro, et c'est marrant, le micro, Elvis en était servi. Alors c'est bien, c'est intéressant, c'est rigolo, mais il me manque peut-être un petit peu l'aspect vraiment savoir utile pour faire qu'est-ce qu'on en fait de cette information, quoi. Ça reste très anecdotique. Hein. Et toi, tu dis, j'étais pas passionnée par l'enseignement de la musique, néanmoins, les vidéos que tu fais, ça revient aussi à transmettre quelque chose. Hein. Ah oui, complètement, mais justement, en fait, c'est le fait d'avoir eu un apprentissage qui n'était pas adapté à ma manière d'apprendre, on va dire, qui m'a poussé à aller sur ce genre de contenu-là, je pense. Parce qu'effectivement, donc, j'ai arrêté, moi, la formation musicale en arrivant en 6e, au collège, parce que vraiment, j'arrête complètement et je dis à mes parents, je veux plus jamais faire de musique, quoi. Ah bah tu vois, Alex Jaffray m'a dit la même chose. Ah bah c'est marrant. Il me dit, je suis arrivé adolescent. C'est ça. Il a dit, moi c'est fini, je veux plus en faire, ça me gonfle. Ah ouais, complètement. C'est le début de l'adolescence où on commence à avoir le choix. Ouais. Et là on dit non, c'est bon. Basta, trop rébarbatif, trop scolaire, trop...
C'est ça. Trop figé, quoi. Et surtout, vraiment, je m'en rends compte maintenant avec le recul, mais je ne comprenais pas ce que je faisais. Ouais. C'est-à-dire que j'avais appris à lire des voyais pas où partitions. ça t'emmenait, ouais. Je rejouais des partitions à la guitare. Je faisais de la guitare classique à l'époque. Et j'étais un très mauvais élève. J'étais un des derniers de la classe en guitare classique. Mais parce que voilà, je lisais des partitions, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Je faisais pas de musique, en fait, je lisais. C'est comme lire un livre, mais pas comprendre ce qu'on est en train de lire, ou voilà, ne pas s'en servir après. Tu récitais, tu jouais pas, tu Exactement. récitais. Et c'est vrai que l'apprentissage classique, même si ça apporte beaucoup de choses, avait, je sais pas si c'est encore le cas encore une fois aujourd'hui, avait ce biais de vraiment aller sur, on apprend à lire des partitions, on apprend à réciter, et on crée pas. On crée très peu, ou alors on apprend à créer en 3e cycle. Au bout de 15 ans d'enseignement, une fois qu'on est bien, que tout le monde est bien gavé, comme on en a marre, bien formaté. Donc voilà, moi j'avais arrêté là, et après c'est justement, quand j'étais ado au collège, c'était l'époque, c'était la mode du pop-punk, donc des groupes comme Blink 182, Sum 41, ce genre de Green Day aussi. Donc j'avais repris la musique par ça, en fait. Mon frère avait ramené des albums à la maison, on était très Iron Maiden aussi, heavy metal, AC/DC, ce genre de groupe-là. Ah oui. Donc on avait repris voilà, par le rock, et là forcément tout de suite, quand on entend ça et qu'on est ado, ça fait autre chose qu'Henri Dess, quoi. Ça fait vibrer, quoi. C'est ça fait vibrer. Et puis il y a cet aspect cool. C'est ça qui manquait aussi quand j'étais au classique. C'était pas cool, quoi. C'était, voilà, je faisais la guitare classique, j'étais obligé d'avoir le dos droit. On prenait plus de temps dans le cours à me dire, alors ton poignet, il faut qu'il soit comme ça, que à faire de la musique et à juste faire quelque chose de beau. En fait, il te manquait la sensibilité. Ouais, il me manquait la musique. C'est vraiment ça, quoi. C'est que vraiment, j'avais tellement... Quand on lit une partition et qu'on est en train de penser en permanence, alors j'ai pas le dos assez droit là, non, mon poignet, alors mon nez, il faut qu'il soit, je me rappelle, mon prof m'avait mis des petites touches de blanco sur le manche de la guitare, et il fallait que la touche de blanco soit au niveau de mon nez pour que la guitare soit... Mais comment on veut faire de la musique, et c'est fou. Bon, après, on peut pas se déconcentrer comme ça, surtout quand on est enfant. Je t'écoute et je me dis, après, on a tous appris. Alors, soit jouer au basket, soit jouer au tennis, soit jouer de la guitare, soit à parler anglais. On a tous appris. Et au départ, le chemin, il est fait avec des repères qui sont des repères quasi universels. Parce que la touche de Blanco, je pense que tu n'étais pas le premier. Hein, non. Tu vois ? Et toi, tu dis, ça m'empêchait de m'exprimer. Et d'autres te diront, heureusement que j'ai eu la touche de Blanco, parce que sinon, je ne serais jamais arrivé à tenir ma guitare correctement, quoi. Donc, il y avait peut-être une... Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que... Il n'y a que au classique où on se pose la question du est-ce que je tiens ma guitare correctement. C'est ça. Jimi Hendrix, il s'est jamais posé la question du est-ce que ma touche de Blanco elle est au niveau de mon nez quand il jouait, quoi. Ouais, c'est comme McEnroe qui servait de dos. Hein. Bref, voilà, non, mais c'est ça. Et c'est que après, voilà, à quelqu'un qui veut faire du classique et qui adore le classique, forcément, là je lui dis vas-y fonce. Mets ton dos droit, parce qu'en plus il y a un aspect très visuel aussi dans le classique, très rigoureux, ça fait partie de la culture. Mais moi, vu que j'étais pas sensible à ça, et que j'étais plus sensible à d'autres courants musicaux, c'était des choses qui m'étaient inutiles. Parce que, voilà, comme je te l'ai dit, quand tu regardes, tout le monde a sa manière de jouer, en plus morphologiquement parlant, c'est comme le sport. Ta morphologie va aussi définir ta manière de jouer. Ouais. C'est-à-dire que la guitare, elle va pas être au même endroit pour tout le monde, en fonction de la longueur de tes bras, de tes doigts, tout le monde ne joue pas de la même manière. C'est ça. Donc c'est vrai qu'avec le recul, c'est pas forcément très malin d'obliger tout le monde à avoir exactement les mêmes repères. Quand moi j'ai eu des élèves, tu vois, j'avais des élèves qui avaient des problèmes de souplesse aussi, ou qui avaient eu des opérations au poignet, et forcément je leur disais alors attends, là on va jouer avec le pouce, tu vois, ce qui est un truc pas conventionnel, c'est un truc que faisait Hendrix par exemple, mais il avait du mal à plier son poignet vers lui-même, tu vois, à l'intérieur, et donc on le pliait plutôt à l'extérieur en jouant avec le pouce. Et ça c'est un truc, au classique on lui aurait dit écoute, non, tu peux pas jouer, tu t'en vas, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est que ça donne pas le cadre trop strict n'offre pas de solution, en fait. C'est ça que tu dis. Django Reinhardt, quand il joue avec 2 doigts, un Tommy Iommi de Black Sabbath, pareil, qui se coupe les doigts, il trouve une solution, il se remplace, il fait des petits bouts. Alors c'est pas conventionnel, mais encore une fois, vu que la seule chose qui compte vraiment, c'est la musique que tu vas créer, on en a rien à foutre que tu joues avec le dos droit ou pas, quoi. C'est juste comment ça sonne, qu'est-ce qui se passe à la fin, tu vois, qu'est-ce que tu sors. Et tu te sens, quand tu réalises tout ça, est-ce que tu te sens en opposition avec le système, ou est-ce que tu te dis, je vais faire mon propre truc ? Non, voilà, c'est ça. En fait, je vois ça juste, c'est une voie qui, moi, me correspond pas vraiment. Et c'est pas grave, ça a le droit d'exister. Il y a des gens qui ont le droit d'aimer ça, il n'y a aucun souci. Mais juste, moi, voilà, c'était pas ce qui me bottait. Donc, juste, je me suis racheté une guitare électrique tout seul. Et j'ai commencé à rebosser à l'oreille, surtout. Et avec, j'ai vu que j'avais un petit peu quand même de connaissances que j'avais acquises au classique. Forcément,
J'avais déjà la dextérité dans les doigts, je savais déjà placer mes mains sur le manche, comment faire sonner la corde correctement. Donc je pouvais me concentrer sur le fait d'écouter. À l'époque, il y avait beaucoup moins il y avait même pas de vidéos pédagogiques comme il y a aujourd'hui sur YouTube. Donc c'était beaucoup, je mettais les CD, j'écoutais. Parfois, j'avais des petites tablatures qui m'indiquaient un petit peu, à peu près ce que c'était, mais souvent à l'époque, elles étaient un peu fausses. Et donc, je corrigeais à l'écoute. Et pour moi, ça, et d'ailleurs, c'est la plupart des musiciens, disons qu'on connaît, ont appris comme ça, en fait, en mettant des CD et en rejouant par-dessus, en essayant de retrouver à l'oreille. Ah, c'est une école. C'est ce que tu dis, c'est que c'est une école. Exactement. Et là, pour moi, on se pose les vraies questions quand on fait ça. C'est comment il fait ce son-là et comment il fait cette note-là. Surtout à la guitare, qui est un instrument où il y a énormément d'inflexions. On peut exprimer, on peut attaquer une note de 50 manières différentes à la guitare, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les instruments. Un clavecin, par exemple, il n'y a même pas vraiment de nuances. C'est-à-dire qu'un clavecin, ça va pincer la corde, ça va sonner comme ça. Au piano, on a un peu plus de nuances, mais que ça soit Mozart ou pas qui appuie sur la touche, le son va être relativement la même, on va dire. Oui. Voilà, ça sera infinitésimal, c'est sûr. Alors qu'à la guitare, pour le coup, il y a des guitaristes qu'on peut, à la première note, avec une note, on peut dire, ok, c'est lui. Ah oui. Jeff Beck. Ah oui. Jeff Beck, par exemple. Voilà, Jeff Beck, je le cite à chaque fois parce que c'est un de mes guitaristes préférés, mais vraiment, il y a des guitaristes qui ont une personnalité tellement forte, en 2 notes, on sait que c'est eux. Tu as parlé de Hendrix, mais je pense que c'est... Est-ce qu'on a retrouvé le même toucher que Hendrix ? Alors oui, mais le problème, c'est pas avoir le même toucher que Hendrix, c'est avoir un mec qui arrive, il n'y a rien qui existe avant comme lui, et qui s'exprime et qui crée la chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui. Tu veux dire le copier, c'est facile. C'est ça. Ouais, d'accord. Et souvent, c'est pour ça. C'est inventer qui est plus dur. C'est ça, quand je démarrais, où souvent les guitaristes qui viennent me voir, la question qu'ils me posent, c'est est-ce que ce solo, il est difficile ? Est-ce que ce solo de Slash dans les Guns N' Roses, il est difficile ? Et je leur dis, si tu travailles beaucoup, tu l'auras. Enfin, il n'y a pas de souci. Techniquement, il n'y a rien qui est impossible vu qu'ils le font. Mais le problème, c'est l'inventer. C'est ça qui est fort. C'est trouver ta personnalité musicale et créer la chose. Après, refaire, on en revient à ce qu'on disait pour le classique. Refaire, en fait, c'est juste une question de temps. C'est du travail de singe savant, quoi. Ouais. C'est refaire en boucle la même chose. En boucle, c'est de la répétition, ouais. C'est ça. C'est plus intéressant de se poser la question de comment il a créé ça, comment il a eu l'idée de gérer ça, comment il a décloisonné l'instrument, et après de s'inspirer de la démarche plus que vraiment de la suite de notes ou d'un morceau. Tes premières influences, donc tu dis je rachète une guitare tout seul, une guitare électrique, j'écoute des CD. Alors qu'est-ce que tu écoutes à ce moment-là ? C'est quoi ? Alors tu m'as dit Iron Maiden, tout ça, mais est-ce qu'il y a des guitaristes ? Parce que comme tu as la guitare, tu écoutes de la guitare, j'imagine. Complètement. Alors tu écoutes des morceaux, mais à l'intérieur des morceaux, tu écoutes la guitare. J'écoute beaucoup. De toute façon, tous les styles, le classic rock, le pop punk et le heavy metal, c'est vraiment des styles qui sont construits autour de la guitare. C'est vraiment. Donc peu importe le groupe qu'on écoute, en général, il y a toujours de quoi quelque chose à se mettre sous la dent. Les groupes que j'écoutais énormément, c'était Kiss. Alors Kiss, c'est marrant parce qu'il n'y a pas... Il y a des très bons riffs, il y a des très bons solos, mais c'est pas non plus... C'était Ace Frehley, donc le guitariste de Kiss. Aujourd'hui, voilà, c'est pas un guitariste que je cite souvent dans mes influences, mais pourtant c'est un de ceux qui, aussi par l'aspect visuel et tout, je pense, qui m'ont vraiment donné envie de jouer de la guitare. Et alors pour faire tes gammes et écouter, tu te maquillais quand même ou pas ? Alors je suis jamais allé jusque là, mais j'adorais, je me regardais le DVD en boucle des The Live à l'époque. Forcément j'avais, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça, donc c'était super. Je sortais du classique, je découvrais ça, je me disais mais c'est incroyable, les mecs qui sont sur scène maquillés, ils font n'importe quoi, ils font des feux d'artifice, c'était trop rigolo, quoi. Si j'écoute attentivement ce que tu dis, ça participe à ce qu'ils créent. Parce que c'est un tout. Le maquillage, les feux d'artifice, la façon de jouer sur scène, etc., ça devait contribuer à leur processus de création. Complètement. L'énergie du groupe, elle se retrouve dans tout, quoi, dans leur musique, dans leur manière d'être, tout ça. Et c'est le cas pour tout le monde, quoi. Pour tous les groupes, c'est une question d'énergie globale, il n'y a pas que la musique. Et AC/DC, j'écoutais énormément aussi à l'époque, c'est pareil, Angus Young, sur scène, c'est quelqu'un qui est ultra énergique, qui ne s'arrête pas, quoi. C'est une pile électrique. Et ça se retrouve dans leurs riffs, dans les solos, dans la manière de faire. Et alors tu dis, ok, j'écoute de la musique, je travaille à l'oreille, machin. Tu y passes combien de temps ? Tu y passes toutes tes journées ? Parce que tu continues à aller à l'école quand même, ou pas ? Oui, bien sûr. C'est l'époque où tu es encore, encore scolarisé. C'est ça, moi j'étais super jeune, j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé, donc non, j'étais à l'école. Mais en fait, c'est marrant parce que je me suis jamais posé la question de combien de temps j'y passais par jour, parce que j'adorais ça. C'était vraiment un loisir. En fait, j'ai jamais eu l'impression de travailler la guitare à partir de ce moment-là. C'était comme jouer à des jeux vidéo pour moi. C'était aussi plaisant, je me posais pas la question.
Donc j'ai réalisé plus tard, parce que je lisais souvent des interviews de guitaristes comme John Petrucci de Dream Theater, qui disaient moi je travaille 6 heures par jour, ou je travaille 3 heures par jour. Et je me disais mais c'est énorme, c'est terrible, comment ils font travailler la guitare 3 heures par jour, mais c'est fou quoi. Et en fait j'ai réalisé que bien plus tard que c'était ce que je faisais sans m'en rendre compte. Tu te dis bah oui, moi aussi je faisais. C'est ça, je passais 3 heures de guitare avec la guitare entre les mains tous les jours, mais sans m'en rendre compte parce que c'était du plaisir et que le mot travail c'était assimilé pour moi. Ce que je faisais quand j'étais au classique c'était du travail. Parce que je me posais des questions, c'était pas plaisant. Mais en fait, oui, mettre un CD, essayer de rejouer par-dessus les trucs, c'était aussi du travail, mais je m'en rendais pas compte. Un guitariste, il a combien de guitares ? Il en a qu'une ou il en a plusieurs ? C'est le problème du guitariste. Il en a besoin que d'une. Mais il peut jouer qu'avec une à la fois, voilà, ça c'est sûr. Alors, il y en a qui jouent avec plusieurs guitares à la fois. Il y a Stanley Jordan, par exemple, qui était connu pour ça, qui avait 2 guitares et qui jouait en tapping sur les 2. Mais voilà, mais ça va rarement au-delà de 2, quoi. Ça va rarement, ouais. Après, ça devient compliqué. Ouais. Mais le problème du guitariste, c'est que souvent, une fois qu'on a démarré, et c'est vraiment un truc qui est propre au guitariste en plus, le fait de toujours vouloir plus de guitare, parce que celle-là, elle a un certain type de micro, le son va être un peu différent, mais au fond, c'est que du caprice. Hein. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, on a des sons différents. Moi, à mon studio, j'ai beaucoup de guitares, j'ai beaucoup trop de guitares, et c'est vrai que je me sers quand même de toutes, en fonction des projets sur lesquels je bosse, mais je le fais parce que j'ai une situation qui me permet... Enfin, il y a beaucoup de marques maintenant qui me donnent des guitares, j'ai cette chance-là. En vrai, j'en aurais besoin que de 2 ou 3. Oui, parce que la vie de youtubeur, c'est ça aussi. Hein. En fait, j'ai 2 chaînes. J'ai une chaîne donc, qui est vraiment analyse musicale et une chaîne sur laquelle je fais du test de matos. Ah oui. Donc forcément, ça implique que... Et tu testes uniquement des guitares ou tu testes autre chose ? Je teste pas mal de choses. Guitare et basse, principalement. Mais après, je vais tester aussi maintenant beaucoup de ce qu'on appelle des plugins. Ah oui. Donc voilà, des instruments virtuels directement dans les ordinateurs. Et dans mon studio, vu que je produis, j'ai aussi une batterie, j'ai des claviers, j'ai plein de choses différentes. Et tu joues de tout ça ? C'est difficile de dire je joue de ça, c'est-à-dire je joue de la guitare et de la basse, vraiment. Disons ça, je suis vraiment à l'aise, je peux faire... j'ai pas trop de limites à ce niveau-là. Et par contre, je sais ce qu'il faut faire à la batterie, je sais ce qu'il faut faire au clavier. Donc quand j'arrange et que je suis dans mon studio, dans mon environnement... Et je sais m'enregistrer, je sais gérer les choses, mais jamais j'aurais le toupet d'aller jouer en concert du clavier ou de la batterie. Voilà, j'avais étudié la batterie au conservatoire de jazz à Monaco aussi, donc peut-être la batterie c'est celui après la guitare que je maîtrise le moins mal, on va dire. Mais voilà, c'est différent. Quand on est en studio, on joue tous un petit peu de tout, mais c'est pas pour autant qu'on a un bon niveau partout, quoi. Alors tu dis je produis. Est-ce que tu produis des morceaux que tu rends public ? Oui, complètement, c'est ça. Alors, c'est vrai que produit, ça n'a plus trop la même définition aujourd'hui qu'il y a 30 ans, parce que c'est la différence entre producteur en France et aux États-Unis. Maintenant, c'est plutôt la définition américaine qui a pris le pas, où producteur, ça va être en fait arrangeur. Arrangeur, oui. Dans l'idée. Mais arrangeur, ingé son, performeur, tout est un peu relié, on va dire. Le producteur américain, c'est Quincy Jones, par exemple pour Michael Jackson. Et pas que Michael Jackson. Hein. Non, pas que. Quincy Jones, quand même. Mais en général, les gens connaissent le plus son travail avec Jackson, quoi. Mais c'est ça va être celui qui va faire les arrangements, qui va aussi diriger, qui va aussi enregistrer, mixer après. Et quand il y a besoin, parfois à droite à gauche d'instruments ou quoi, il peut aussi mettre la main à la pâte. Donc, moi, c'est cette approche-là que j'ai. Et ce que je sors en principe, ce qu'on retrouve sur les plateformes de streaming, ça va plutôt être assimilé au courant Lo-fi, chill-hop. Alors ça, c'est un truc que les gens connaissent pas forcément. Mais c'est un genre de musique, en fait, c'est issu du hip-hop. C'est du hip-hop instrumental, en gros, qui est un peu dérivé au fur et à mesure des années. C'est une approche très de producteur, dans le sens où ça fait vraiment la part belle au son, aux textures sonores. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de playlists Spotify que les gens se mettent en fond pour travailler, par exemple, pour étudier. C'est quelque chose qui est assez chill. C'est du thème musical, quoi. Assez détend. Ouais, alors, il y en a quelqu'un qui connaît pas, en général, il dit c'est de la musique d'ascenseur. Parce que c'est de la musique qu'on se met en fond. Non, mais c'est quelque chose qu'il dit. Mais... Et je peux comprendre quelqu'un qui ne connaît pas parce que c'est de la musique assez répétitive. Parce que de base, c'est pensé comme une instru de rap, qui donc c'est répétitif par nature. Mais par contre, il y a un soin qui est apporté à la production, au mix, aux arrangements et aux mélodies qui est très différent de la simple musique d'ascenseur, entre guillemets, si tant est que ça existe. En t'écoutant, je me dis, est-ce que... c'est peut-être bateau comme question, je ne sais pas, mais est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que pour les gens comme toi, qui créent, qui inventent,
Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est un soutien ou c'est une menace? Alors, figure-toi que j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Ah bah voilà. Comme tous les youtubeurs. On a tous fait une vidéo sur l'IA à un moment, peu importe le sujet. Et alors, il se trouve que pour la musique, j'ai testé justement dans ma vidéo pas mal d'IA là-dessus, parce que en fait, moi, j'ai été super impressionnel par ChatGPT, par Midjourney pour les images, tout ça. C'est incroyable, c'est absolument incroyable, et ça pose des questions, c'est sûr, qui sont folles. Donc j'étais curieux de voir pour la musique ce que ça donnait. Et la musique, c'est encore loin d'être au niveau de ChatGPT. Mais le problème, c'est que voilà, s'il faut d'ici la semaine prochaine, je sais pas quand sort le podcast, d'ici la sortie du podcast, ça avance tellement vite que s'il faut, il y aura quelque chose qui me fera mentir et qui sera génial. Il y a une chose que j'entends dans ce que tu dis depuis le début, c'est qu'il y a une dimension qui est extrêmement personnelle, qui est de l'ordre, alors je dirais sensoriel, sentimental, qui ajoute quelque chose puisque toute la démonstration que tu nous fais, c'est qu'il y a la musique académique et puis il y a la musique. Donc il y a cette partie qui n'appartient pas ni à un paramètre, ni à quelque chose qui se programme. Il y a un truc qui sort ou qui, voilà, comme tu disais, le refaire c'est pas difficile, l'inventer c'est quelque chose. C'est ça. Mais après, tu vois, il y a des courants de musique comme la minimale, la techno qu'on avait à l'époque. Alors maintenant, on n'a plus trop de techno, mais on a plein de sous-genres comme ça qui sont purement électroniques et dont le but, en fait, ça va être d'être le plus froid et le plus artificiel possible. Donc, là, peut-être que l'IA, tu vois, il y a des courants de musique complètement où l'IA aurait du sens, et même je suis pas sûr qu'une IA d'ici quelques temps n'arrive pas à très bien simuler. Quand tu vois les IA qui simulent des voix maintenant ou quoi, il y a aucun souci pour imiter. Je pense honnêtement, je pense qu'on a tendance à surévaluer un petit peu justement l'aspect. On est des humains, nous, on a vraiment une âme. En plus, on a quelque chose, oui, certes, mais on reste des machines biologiques, tu vois, dans l'absolu. Je comprends. Et c'est surtout la manière dont fonctionne l'IA, c'est-à-dire que l'IA, en fait, ce qu'elle fait, c'est que c'est une agrégation de plein de données. Et moi, je pense que, en fait, on fonctionne exactement de la même manière. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'est que le produit de notre existence et de ce qu'on a connu. Hein. Ce que tu es en train de me raconter, c'est Ultron, quand même. Oui, mais c'est pas un mal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun, et c'est ce que j'explique toujours, c'est qu'il n'y a aucun guitariste qui est arrivé en n'ayant jamais rien entendu de sa vie et qui tout de suite a eu sa personnalité musicale et a eu une chose. Il y a eu des influences. Et en fait, voilà, dès que tu creuses un petit peu, quand tu écoutes John Mayer, bah, tu entends clairement du Stevie Ray Vaughan, du Eric Clapton. Tu écoutes Eric Clapton, bah, tu vas entendre du Robert Johnson, du Muddy Waters. Et tu remontes et tu retrouveras toujours les inspirations, tu vois. Après, c'est juste qu'ils ont écouté plein de personnes et ils se les sont un peu réinterprétés, mais c'est toujours quelque chose qui est à la base. Donc c'est pour ça que à chaque fois que j'entends oui, mais les IA, en fait, ça fait que reproduire et agréger des données et tout, je me dis oui, mais dans l'absolu, en fait, on fait un peu la même chose, tu vois, dans le fond. Et c'est pour ça que moi, c'est pas tant ça qui me dérange, mais là, encore une fois, Alexandre Astier en a parlé il y a pas longtemps, des IA, et je suis assez d'accord avec lui. C'est que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le processus créatif. C'est-à-dire qu'un très bon morceau, par exemple Black Star de David Bowie, donc c'est le dernier album qu'il a sorti, et c'est un album que j'ai écouté qu'une seule fois, que je trouve incroyable, mais j'arrive pas à le réécouter, parce qu'en fait c'est vraiment un album qui a le poids de la mort dessus, c'est-à-dire qu'il l'a composé en sachant qu'il avait un cancer, donc il allait au studio tous les jours, il faisait ses séances de chimio, il a le studio, tout, tu vois, et il l'a composé, il savait qu'il allait mourir, c'était son dernier album. Et c'est tellement lugubre et sinistre tout cet album, il me fout des frissons, quoi. Et en plus, il est mort le jour de la sortie de l'album. Donc il y a vraiment une dimension incroyable, tu vois. C'est son testament, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment et tant qu'il n'avait pas fini son œuvre, il était en mode t'as vraiment ce truc du je meurs pas tant que j'ai pas fini. Et il a fini. Et ça se sent. Et t'as cette dimension sur l'album et ça pour moi ça rentre vachement en jeu, tu vois. Quand j'écoute cet album, j'ai ce truc là, j'ai ce background là et qui va teinter l'album et qui me fout, tu vois, des frissons quand j'entends, et c'est pour ça que j'arrive pas à le réécouter, parce que j'arrive jamais à me dire allez, je vais me faire un petit peu le testament de David Bowie, je vais me remettre là-dedans où tu l'imagines en studio et tu vois, et une IA il était très diminué en plus, hein. Oui, après l'album est génial, honnêtement, c'est en termes de performance, y a pas, et de toute façon il tournait pas, il faisait plus de live à ce moment-là ou quoi. C'est Bowie quand même, hein. Donc voilà. Ça reste Bowie. C'est ça, même à la fin, ça reste Bowie. Même à la fin, c'est ça. Hein. Alors justement, quand on dit ça, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi qui fait la différence entre un bon guitariste et Jimi Hendrix ou voilà, c'est quoi la différence ? Comment tu sais que tu entends quelqu'un qui est au-dessus ? Bah après, aujourd'hui, en fait, encore une fois, aujourd'hui, si t'es pas guitariste, c'est dur d'écouter Hendrix et de comprendre pourquoi tout le monde cite il est Hendrix. au-dessus. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a inventé,
ça a été réutilisé et digéré pendant 70 ans. Et maintenant, tout le monde a un petit peu d'Hendrix en soi. Et forcément, quand tu l'entends, tu fais bah oui, bah, je l'ai déjà entendu ça. Enfin, et même mieux. Tu vois, quand j'entends John Mayer faire des bends, des trucs, il est plus précis, c'est mieux placé. Mais le truc, c'est qu'avant Hendrix, en fait, personne ne le faisait. Et donc, c'est quand tu as la connaissance un peu de l'histoire de l'instrument que tu réalises ah ouais, mais en fait, le mec, il avait pas ces références dont on parlait. Il avait pas les références pour s'inspirer. C'est ça. Et lui, presque ex nihilo, tu vois, il a réussi à avoir ces idées-là. Alors bien sûr, comme on disait juste avant, il avait des inspirations aussi. Mais la manière dont il les a connectées dans son cerveau, lui, ça a créé ça. Et ça, c'est fou parce que ça a défini comment aujourd'hui tous les guitaristes jouent. Ce que je te disais, jouer au pouce, avoir un jeu qui est à la fois mélodique et harmonique, faire à la fois les accords, les solos, être complètement libre dans l'approche, c'est un truc qui a influencé tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde joue un peu comme ça. Tu vois, alors qu'avant lui, personne jouait vraiment comme ça. Donc c'est l'aspect un petit peu, il y a eu un avant et un après. Donc en fait, il a été un moment de l'histoire de la guitare qui a fait basculer la guitare dans une autre dimension, quoi. C'est ça. Il a vraiment décloisonné l'instrument, un peu comme Jeff Beck. Tu vois, quand j'entends Jeff Beck jouer, au début, je me suis dit ah ouais, mais en fait c'est comme ça qu'il faut jouer de la Stratocaster. Qu'un modèle de guitare. C'est un modèle de guitare en fait, qui te permet de faire des choses. Modèle de guitare. Mais parce que ça dicte aussi forcément, parce que il y a un aspect, tu peux avoir différents types de chevalets, les potentiomètres peuvent être placés à des endroits différents, donc tu peux accéder à des choses en fonction des guitares que tu ne peux pas sur d'autres. Et quand t'entends Jeff Beck, tu te dis ah ouais, mais en fait la Stratocaster, j'en faisais rien depuis le début. C'est-à-dire que justement, le fait d'avoir le potentiomètre de volume aussi proche des cordes, ça te permet d'attaquer d'une certaine manière et de gérer le volume en même temps que tu joues. D'avoir le vibrato, en fait, tu peux le régler de manière flottante, donc tu peux tirer ta note avec ton vibrato à la fois vers le haut, à la fois vers le bas, et c'est des trucs auxquels tu penses pas, et c'est justement l'approche où quand tu l'entends, pareil, tu joueras plus jamais de la même manière, parce que tu auras toujours ça en tête de dire ah ouais, mais en fait je peux faire ça aussi, je peux faire autre chose que jouer des notes, je peux articuler mes notes d'une certaine manière. Finalement, ce sont des grands compositeurs, comme tu me citais Mozart tout à l'heure, Jeff Beck, finalement, c'est quelqu'un qui a autant révolutionné la musique que lui. D'une manière différente. C'est peut-être. Ça. Moi, j'ai toujours un peu de mal à parler, à comparer avec des grands compositeurs classiques, baroques et compagnie, parce que c'est pas quelque chose que je connais assez bien. Et non, mais je te parlais plutôt de l'influence sur l'histoire de la musique, parce que. Mais oui. Peu importe, mais pour quelqu'un comme moi qui est beaucoup moins puriste, enfin en tout cas qui connaît beaucoup moins que toi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est la musique, ça a une histoire, c'est un flux qui continue, et il y a des gens qui la marquent d'une certaine manière. Complètement. Voilà. Ah ouais. Et donc ce que j'entends, c'est que Jeff Beck, à son niveau, avec ce qu'il est, il a autant marqué l'histoire de la musique qu'un compositeur classique qui a créé le baroque. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un point dans le temps à partir duquel il y a eu plein de, d'autres courants qui sont nés, et c'est un point de référence, quoi. Un point de référence. C'est ça. C'est parce que là, tu me parles d'Hendrix, c'est ce que tu me dis, en fait. Il y a eu un avant, un après. Ouais. Donc, c'est vraiment, c'est comme un turning point. Il y a dans l'histoire du monde, même pas seulement de la musique, il y a des gens comme ça qui font basculer les choses. C'est ça, complètement. Et toi, alors, tu me dis, je commence à jouer, je joue à l'oreille, j'écoute, etc. Et est-ce que tu te dis, je veux en faire mon métier ou pas ? Alors, en fait, je rêve d'en faire mon métier, mais je me le dis jamais. Parce que j'ai pas d'éléments de référence. Dans ma famille, personne n'est musicien. Et qu'est-ce que tu dis à tes parents alors ? Tu dis, quand ils te disent, bon, alors maintenant, il va falloir penser à ton avenir, hein, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais en fait, je suis d'accord avec eux. À ce moment-là, on n'a jamais cette discussion-là, parce qu'en parallèle de la musique, en fait, à ce moment-là, j'arrête le sport et tout, je fais que de la musique sur mon temps libre. Mais je continue les études. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu trop de problèmes à l'école, même en ne bossant pas trop. Ouais. Donc j'avais des bonnes notes. Et je continue les études. Voilà, brevet, bac, j'ai fait des études supérieures. Et ça, toujours en parallèle du conservatoire. Tu fais quoi comme études supérieures ? Alors j'ai fait deux choses. J'ai fait 1 an d'école de cinéma. Et ensuite, j'ai fait, rien à voir, un master en économie, en gestion, quoi, éco-gestion, j'ai fait. Parce que pareil, j'avais toujours ce truc de me dire, la musique c'est bien gentil, mais j'ai aucune idée de comment je pourrais gagner ma vie avec. Bien, correctement, juste vivre correctement avec ça, quoi. Ouais. Parce que donner des cours, tout ça c'est sympa, mais c'est vrai qu'on se dit, mais surtout à l'époque où tu gagnes pas énormément, quoi, quand tu débutes tout ça. Et c'est justement au fur et à mesure de mon master où vraiment je me disais, non, je peux pas, j'arriverai pas à avoir un boulot là-dedans.
Ouais. J'avais fait des stages à la banque, tout ça, et vraiment pendant un mois, j'en étais malade physiquement. Tu vois, je me disais, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est là où je me suis dit, non, mais je préfère en fait gagner très peu d'argent et faire ça parce qu'en fait mon corps va pas tenir, tu vois. C'était en mode, c'était à ce point-là, ouais. Enfin, pas tenir, j'exagère, mais je vais être trop malheureux. Voilà, c'était vraiment. J'étais déprimé, quoi, quand je faisais ça. Je me disais, bah, c'est pas possible, en fait, je vais pas pouvoir tenir une vie entière comme ça. Non. Donc, c'est pour ça qu'une fois que j'ai eu mon master et j'ai eu mon diplôme de fin de conservatoire la même année, à peu près au même moment, bah, j'ai pris la voie de, justement, j'ai commencé l'enseignement musical et je faisais aussi pas mal de dates. En général, c'est le profil type du musicien. Tu fais des dates, surtout dans le coin, dans la Côte d'Azur, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'événementiels. Donc et à Monaco, d'autant plus, tu as des soirées aussi, qui peuvent être payées correctement, où tu vas faire des reprises. Voilà. Et en plus de ça, j'étais prof, donc j'avais ça. Et ça me permettait, alors au début, t'en vis pas bien, le temps de te faire un réseau, tout ça, mais au moins, j'étais content. C'est ça, tu vois, j'étais heureux. Et c'était le plus important pour moi à l'époque. Et c'est à partir de là, après, que j'ai développé la chaîne YouTube. Mais pareil, quand j'ai démarré YouTube, tu te lances au hasard. J'avais pas du tout de projet. Quand j'entends des mecs qui me disent oui, j'ai démarré, comme ça je m'étais fixé au bout d'un an, je voulais tant de milliers d'abonnés, et comme ça je savais que j'allais pouvoir monétiser. Alors, moi j'étais allé au pif complet, tu vois, j'étais vraiment. Je le faisais parce que j'avais envie de le faire. J'étais dans cette optique-là. Et puis ça a fini par marcher, quoi. Ça a fini par marcher. Tu as publié une vidéo, je sors ma marque de guitare. Oui, ah oui, c'est vrai. Ça pareil, c'était. Même toujours aujourd'hui, j'ai un peu du mal à réaliser. En fait, c'était. Juste avant le confinement, j'avais été contacté par un luthier qui faisait des micros pour guitare électrique. Et on avait élaboré un set de micros. Il t'avait vu sur YouTube ? C'est ça, il m'avait contacté parce qu'il me connaissait de YouTube. Et moi, effectivement, j'étais à la recherche de nouveaux micros pour ma guitare. Donc on avait élaboré, je lui avais dit, je veux tel type de son, tout ça. On avait fait un set de micros. Il était venu ici, il vient de Perpignan, lui. Il habite à Rivesaltes, juste à côté de Perpignan. Et donc il était venu, moi j'habitais à la Turbie à l'époque, et on avait bu un café là-haut, et on s'était dit, tiens, ça serait marrant qu'on fasse une guitare ensemble. Mais pour comme moi, ça, enfin voilà, une guitare pour comme moi... Comme la chaîne YouTube, quoi. C'est ça, mais c'était vraiment une idée comme ça. Ouais. Donc on s'était quitté là-dessus, moi j'avais le set de micro, voilà, il avait sorti le set de micro, ça s'était arrêté là. Et puis on se reparlait régulièrement, et puis il y a eu le confinement, donc on a reparlé, et puis souvent on relançait l'idée, faudrait qu'on bosse sur la guitare, ça serait sympa. Et pendant le confinement, on a commencé à taffer dessus justement parce qu'on avait un peu de temps, quoi. Et donc on a commencé à réfléchir à une forme, à un type de son qu'on voulait, à un type de matériau qu'on voulait, voilà, on voulait pas... Ah oui, carrément, hein. Et puis ça s'est fait comme ça, on a commencé à prototyper l'instrument sur le papier d'abord, et puis après en physique. Et au final, après le confinement, en fait, il avait terminé le gros prototype sur lequel on s'était accordé. Il est venu à la maison, on a testé ça, on l'a encore un petit peu modifié. Et au bout de 2 ans et demi de discussion et de prototypage, on a fini par sortir la guitare. Donc c'est une marque qui s'appelle Céleste. D'accord. Qu'on a sorti, et c'est vraiment de la guitare, c'est des toutes petites productions qu'on fait parce que justement notre idée c'était qu'elle soit fabriquée entièrement à la main. Donc c'est Adrien Pinco, le luthier qui les fabrique, c'est tout lui qui les fait de A à Z, et qu'avec des ressources locales, alors locales au niveau français. Circuit court, quoi. C'est ça, et qu'avec des bois qui proviennent des bois très de qualité, tu vois, des beaux bois qui viennent vraiment de forêts protégées. En France, ça vient du Jura. On a du sycomore et du tilleul qui vient du Jura. Pareil, il y a toujours des petits inserts de l'accastillage, en fait, qui peut être en plastique sur les guitares. Nous, on voulait pas de plastique, on voulait du laiton. Donc, on a fait aussi tout ça, et usiné en laiton par des artisans français. Voilà, c'était cette optique-là où on se disait, tu sais quoi, de toute façon, on pourra pas en produire beaucoup. On pourra pas en faire beaucoup, parce qu'on veut que ça soit fait à la main. On veut que ça reste dans ces codes-là. Voilà. Donc autant se faire plaisir, ne pas se poser la question du prix, parce qu'aujourd'hui, il y a des marques énormes comme Fender et Gibson qui arrivent à proposer des guitares vraiment pas chères. Nous, on n'a pas d'économie d'échelle, on pourra jamais les battre. C'est pas possible, c'est trop bien, tu vois, ce qu'ils font pour pas assez cher. Donc on s'était dit, mais on se pose pas la question du prix, juste on fait la guitare qui répond à tous nos critères, et puis on verra. Et puis on les proposera quand même à un prix correct, parce que de toute manière, nous, on n'a pas de coût marketing, c'est moi qui fais tout. Moi, je cherche pas forcément à gagner des sous avec cette marque-là, c'est plus un projet plaisir que j'ai à côté. Donc en fait, on marche très très peu dessus, et on arrive à les sortir au même prix que les grosses marques, sauf que nous, on a coché toutes nos cases de éco-responsabilité, entre guillemets, tu vois, donc pas de plastique, tout ça, ressources locales, fabriquées à la main. Les étuis, ils sont fabriqués en Italie, pas très loin. Et donc on a vraiment ce truc-là, quoi, c'était le projet c'est plaisir. C'est la première guitare monégasque, alors. Ouais, on peut dire ça. D'ailleurs, le premier modèle s'appelle, tous les modèles s'appellent Monte Carlo. Et c'est MC, donc c'est MC1, la première qu'on a fait, donc Monte Carlo 1.
parce qu'on l'avait, quand on a commencé à en parler, on avait la vue sur Monaco de la Turbie, tu vois, tout ça, donc forcément, et en plus on avait une approche un petit peu assez proche, tu vois, de ce que tu retrouves dans l'automobile de luxe, tout ça, donc ça faisait sens de la brander oui, parce que, comme ça. C'est un artisanat de luxe presque, hein, ce dont tu es en train de me parler. Complètement, c'est haute couture, quoi. C'est ça, matière première, l'artisanat dessus, le savoir-faire. Un aspect aussi de personnalisation. Forcément, les clients qui viennent nous voir et qui nous disent j'aimerais telle couleur, j'aimerais tel profil de manche ou quoi, bien sûr on le fait parce que vu que tout est fait à la main, on adapte. C'est faisable. On adapte, ouais, c'est ça, complètement. Une guitare, comment elle prend sa couleur? On la peint? Ouais, bien sûr, c'est très proche de l'automobile. Hein. T'as une cabine de peinture et t'y vas. Comme pour une. Alors, c'est plus les vernis qui vont varier. D'accord. C'est-à-dire que t'as le vernis nitro et le vernis poli. Et donc, en gros, t'as des vernis plastiques et des vernis nitro qui sont beaucoup plus fins, qui aspirent plus. Et tout le monde veut du nitro parce que justement, à une certaine époque, les premières guitares, les premières Fender étaient faites comme ça. Et soi-disant, ça laisse respirer le bois, c'est très fin. En vrai, une guitare électrique, je vais être très honnête avec toi, le son, c'est 99% les micros qui les font. Ton bois, ça va peu changer. Un mythe vient de s'effondrer. Ouais. Moi, je pensais que c'était le son, il venait de la caisse, en fait. Sur une guitare acoustique et classique, oui, mais en fait, sur une guitare électrique, ce qui se passe, c'est que les micros, ce sont des plots d'aimants, en fait, qui vont capter le champ magnétique de la corde, qui est en métal. Et quand ça vibre, ta corde va du coup influer sur ce champ magnétique. Et c'est ça qui est transmis. Donc en fait, le bois, il va servir surtout à la résonance de la corde. D'accord. Ce qu'on appelle le sustain. Donc c'est la durée de note de la corde. Donc forcément, si tu as des bois, si tu fais une guitare en mousse et que ton manche, il est relié n'importe comment au corps, ta corde va pas résonner beaucoup parce que ça va pas résonner dans le corps, tu vas le résonner moins longtemps. Je comprends. Donc là-dessus, ça influe. Mais sur vraiment, est-ce que tu vas avoir plus d'aigus, plus de bas, plus de médium ? Ça relève plus du mythe qu'autre chose, le bois de la guitare. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire ça en bois tout pourri, tu vois, et qui viennent de oui, parce ressources... que tu m'expliques ça, mais tu me dis quand même le sycomore, le tilleul qui viennent du Jura, machin. Bien sûr, mais parce qu'une table Ikea ou une table de designer qui coûte 10 000 balles, tu vas manger dessus quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Mais c'est pour le plaisir de te dire, ce que j'ai entre les mains, voilà, déjà, ça n'a pas été déforesté je ne sais où, je sais d'où ça vient, déjà. Ouais. Tu vois, je sais le travail qui a été fait dessus. Ouais. Visuellement, c'est beau. Quand tu l'as entre les mains, ça joue aussi beaucoup. Quand tu as un instrument qui est tout en plastique, qui n'est pas valorisant, qui n'est pas beau, forcément, tu joues moins bien. Tu vois, c'est l'aspect psychologique. Il faut aussi avoir le plaisir d'avoir l'instrument entre les mains. Et après, forcément, il y a peut-être un peu le bois de la touche qui va jouer sur le son, sur le claquant. Quand même. Mais c'est tellement... C'est tout petit, quoi. Les gens qui écoutent, jamais ils pourront dire si ta touche, elle est érable, si ta touche, elle est palissandre. Toi, tu peux le savoir si tu fais un comparatif vraiment avec les deux guitares, l'une à côté de l'autre, que tu enchaînes vite, tu joues, tu as le son de l'autre en tête, mais en vrai, et même, encore une fois, c'est pas ça qui va faire si ton morceau il est bien ou pas, quoi. Dans le fond. Dans le fond, non. Hein. Voilà, mais bon, quand même, c'est une aventure qui marche toujours, Céleste ? Ouais, complètement. Là, justement, Adrien, je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, il a terminé la 2e série, parce qu'on a lancé un modèle un peu plus petit, en fait, que le premier, avec un seul micro au lieu de 3. Et donc, il a fini cette série-là, et on va les expédier. Là, et on va en faire gagner une aussi. Je vais faire un petit concours dans pas longtemps pour les abonnés. Sur la chaîne. Ouais. C'est incroyable quand même. Hein. Pour quelqu'un qui voulait juste faire de la musique, tu te rends compte que tu te retrouves un vrai entrepreneur, quoi. Parce que entre la production vidéo, parce que la production vidéo, quand même, j'imagine que tes vidéos, c'est pas juste un iPhone posé sur le bord de la table et toi devant, quoi. Non, j'aime un peu trop prendre d'ailleurs soin de mes vidéos, de mes cadrages, de mes lumières. Et du montage aussi, il y a beaucoup de montage sur mes vidéos. Et je fais tout moi, je fais vraiment tout moi, j'ai rien délégué. Depuis le début de la chaîne, j'ai jamais rien délégué. Que ce soit l'écriture, le montage, la mise en ligne des vidéos, je fais tout moi. Donc l'entreprise Florent Garcia, c'est Florent Garcia. Ouais, c'est ça. Point. Mais tu y arrives à te faire tout ça ? Oui, mais forcément, ça fait que là, je suis un peu au max. Tu vois, si je voulais développer autre chose, j'aurais pas vraiment le temps. Parce que là, tout ça, ça me semble être infini, quoi. C'est entre, ça. Les discussions, les cafés, les réglages, les montages. C'est ça. Le montage, c'est 80% de mon boulot, quoi. Tu parles à quelqu'un qui fait de la télé depuis 20 ans. Bah ouais, c'est très très long. C'est très long. Entre l'écriture et le montage, c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais et le mixage, toi tu fais du son et le mixage c'est ça, bien sûr. Mixage, c'est terrible. Mais moi, j'aime beaucoup ça. Tu vois, c'est un truc qui me plaît. Et en plus, j'ai eu plein de monteurs qui m'ont contacté et qui m'ont dit, mais écoute, si tu veux, moi, je te le fais et tout. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve
vu que je parle de théorie musicale, il faut que je trouve un monteur qui connaisse aussi la théorie musicale, parce que j'illustre beaucoup mes propos. Parfois, à l'image, j'affiche des patterns rythmiques, j'affiche des trucs un peu théoriques. Et parfois, je dis des bêtises aussi quand j'enregistre. Donc, en post-production, je me corrige quand je me réécoute. Je me dis, ah bah non, j'ai dit que c'était mineur, c'est majeur, tu vois, mais parce que t'as ta langue fourche, quand tu tournes, parfois ça t'arrive. Tu enregistres d'un G ? Oui, c'est ça. En fait, j'écris tout. Toutes mes vidéos sont écrites. D'accord. Ensuite, je filme ça. Et en tout cas, je filme d'un G toutes les parties parlées et les parties musicales. Après, je les enregistre et je les filme séparément. D'accord. Mais du coup, si je prends un monteur qui connaît pas la théorie musicale, déjà, il va pas savoir l'illustrer. Et en plus, si je dis des bêtises, il va sortir la vidéo telle quelle et je vais passer pour un con. Tu vois, donc c'est très très compliqué pour moi de déléguer ça. Et du coup, ça offre quoi comme perspective ? Parce que on espère quand même que tu vas continuer à grandir, mais grandir sans déléguer, ça va être compliqué. Ouais, après, tu sais, je suis pas non plus à la course à la croissance, tu vois, c'est pas un truc qui me fait rêver. Non, mais tu dis, je suis un peu au max, donc ça veut dire que ça veut dire que, alors ça c'est le manager qui te parle, mais quand on est déjà à 99% des ressources possibles, on se dit que bon, il y a pas grand chose, et donc forcément, c'est là qu'on sent qu'on va redescendre de l'autre côté, hein, parce que. Ouais, mais tu vois, avec le temps. Dans le même temps, déjà mes vidéos d'aujourd'hui, je mets le même temps pour les monter qu'au tout début de la chaîne. D'accord. Mais par contre, en termes de résultat final, ça n'a rien à voir. Parce que tu apprends, tu vois, j'ai développé des méthodes de travail où je bosse beaucoup plus vite qu'avant. Donc en fait, je suis au max de temps disponible pour travailler, mais je fais beaucoup plus de choses qu'il y a 5 ans, qu'il y a 2 ans, ne serait-ce que ça. Ça se répercute sur ton audience ? Oui et non, parce que mon audience, forcément, avec ce que je fais aujourd'hui, elle plafonne. D'accord. C'est obligatoire. Là, j'ai sorti une vidéo qui était sur un sujet un peu différent. J'ai parlé du mixage son des films au cinéma. Et je l'ai tourné en mode pourquoi tous les films que vous entendez en ce moment, en fait, le son, il y a des variations de son énormes. Pourquoi vous entendez rien dans les films actuels ? Vous entendez jamais les dialogues et dès qu'il y a une explosion, ça vous assourdit. Et donc là, ça concernait beaucoup de gens. Donc là, j'ai eu un pic d'abonnements. Tu vois, à ce moment-là. Mais forcément, je vais reparler de musique après. Et ces gens-là, les nouveaux abonnés, je vais en perdre une partie. Ça marche qu'il y a un peu de rétention, il y a un peu de tout ça. Et c'est pas que la forme, hein, c'est le fond aussi. Hein. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et donc, ça continue à grossir, mais vu que je suis francophone, déjà, et que je parle d'une niche, que je suis dans une niche, bah forcément, dès le début, j'avais accepté le fait que j'allais plafonner. Et je trouve déjà ça incroyable. Je pensais pas que je pourrais monter à 240 000 abonnés. Donc, je continue, après j'ai essayé d'élargir un petit peu les sujets parce que moi-même je commence à avoir fait le tour de ce que je connais en théorie musicale et j'ai envie de parler aussi d'autres choses, mais je me dis pas, mon objectif c'est d'avoir 500 000 l'an prochain. D'accord. Peu importe, parce qu'en fait ce que j'ai pour le moment, ça me permet d'avoir une audience aussi qui est très attentive à ce que je fais, qui est très cool avec moi, j'ai jamais de problème avec des gens. Alors forcément j'ai des commentaires parfois de temps en temps qui sont désagréables, mais quand tu vois les gros youtubeurs, leur vie c'est devenu un enfer. C'est terrible, quoi. Ils peuvent plus sortir. Moi, j'ai la chance. Tu parlais de GMK, moi, je peux te dire, GMK à l'aéroport d'Ajaccio avec 1 heure de retard pour l'avion, c'est compliqué. Hein. Bah ouais, mais bien sûr. Le gars, il peut plus rien faire. Hein. GMK, c'est foutu, mais tu vois, moi, les gens qui me regardent, vu que ça nécessite quand même une certaine concentration, tout ça, c'est des gens qui ont plus de 20 ans déjà, mon audience. Ouais. Donc déjà, je suis très content de ne pas avoir d'ados ou de jeunes, tu vois, entre 10 et 15 ans. C'est sûr. Parce que c'est ça qui est le plus ingérable. Ingérable, difficile. J'allais te dire difficile à gérer. Bon, par définition, les ados sont difficiles à gérer dans la guitare ou ailleurs. Hein, ça... C'est ça, et ils n'ont pas forcément les codes. Tu vois, c'est-à-dire que dans la rue, ils vont pas hésiter à aller voir GMK, ils se disent pas, ah ouais, mais si on fait tout ça, en fait, le mec, il a plus de vie. Alors que justement, moi, c'est plutôt l'inverse. Souvent, les gens viennent pas me voir, et après, ils m'envoient un message en disant, oui, j'ai vu que t'étais là, mais j'ai pas osé venir te voir parce que je voulais pas te déranger. Donc, tu vois, mes abonnés sont extrêmement sages, extrêmement gentils. Et du coup, c'est cool. Si c'était une question, est-ce que le fait d'avoir un visage public aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ? Bah, ça a changé, mais souvent, ceux qui me connaissent, ce sont des musiciens, quoi. C'est rare que, par exemple, quand je vais dans un magasin de musique, on va me reconnaître, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Quand je vais sur Paris aussi, on me reconnaît beaucoup plus, forcément qu'ici. Ici, on me reconnaît quasiment jamais. Hein. C'est rare. L'autre fois, à Intermarché, je faisais mes courses, il y a un mec qui est venu me voir qui m'a dit, je regarde tes vidéos, c'est cool, mais c'est rare, tu vois, c'est pas... Encore une fois, sur Paris, quand j'y monte, c'est plus commun. Ouais. Tu vois, je peux en avoir 1 ou 2 par jour, mais ici c'est super rare en fait. Donc ça n'a pas changé tant de choses que ça à mon quotidien, à part que c'est vrai que c'est cool maintenant quand je vais dans un magasin de musique,
on me prend plus de haut, au contraire, on me serre les pompes un petit peu, tu vois, on dit ah viens, super, et on prend une photo, c'est ça. Ah oui, tu veux essayer ça, pas de souci, machin. Donc voilà, maintenant toutes les marques sont très gentilles avec moi, tous les magasins sont très gentils, les musiciens aussi. Mais voilà, j'ai eu en fait dans ma vie réelle, l'impact que j'ai eu n'est que positif. Ouais. Après, c'est sûr que tu reçois quand même des messages de temps en temps un peu relous. Le fait d'être exposé, ça te rajoute un petit peu de pression. Quand même aussi, tu sais, quand tu sors une vidéo, qu'elle est mal accueillie, enfin, j'en ai jamais qui est vraiment mal accueillie, mais tu sais, c'est un peu décuplé ce que tu ressens. Il suffit qu'on te dise, ah là, tu dis une bêtise, et tu dis, oh non, je vais passer pour un débile, c'est pas possible, comment j'ai pu laisser passer ça, tu vois, et tout prend une proportion différente. Ah bah oui, c'est le phénomène de la bulle, hein. C'est la bulle de toi avec ta communauté et ce monde qui s'est créé. Je pense que les gens, par définition, les présentateurs de journaux télé, les gens qui font des émissions, etc., au bout d'un moment, on est très, très sensible à l'effet qu'on produit, quoi. Ouais, bien sûr. Mais justement, je trouve le fait d'être ici et d'être justement dans une région où les gens me connaissent moins, ça te permet ça t'émancipe un peu, ouais. Complètement. Tu vois, ça te relâche un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai écouté une interview de Georges Saint-Pierre tout à l'heure, qui est un combattant qui lui est très très connu. Et ça, il disait quand il avait énormément de stress pour les combats, en fait, juste il sortait et il regardait des gens qui n'avaient rien à foutre de lui. Tu sais, il était dans la rue, il regardait la mamie qui allait retirer un peu de cash, machin, il disait mais elle, en fait, elle en a rien à foutre de moi. Pas qui je suis. Et du coup, voilà, tu prends du recul et tu te dis mais en fait, la plupart des gens ne savent même pas qui je suis. Pourquoi je me stresse, qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir dit une bêtise sur une vidéo. En fait, c'est rien. Mais c'est vrai que vu que si tu restes chez toi, que tu regardes que les commentaires, t'as l'impression que le monde est centré sur toi, quoi. C'est très très compliqué. Ça doit pas être. Mais néanmoins, tu réponds à l'appel de Céline Cotalorda et tu deviens ambassadeur pour le comité des droits des femmes. Complètement, ouais. C'est un point important pour toi. Parce que à t'entendre, j'imagine pas Florent Garcia s'engager pour un truc qui le touche pas, quoi. Ah ouais. Non mais si, bah pour le coup, effectivement, ça me touche. Mais ça me touche parce que j'ai des collègues, forcément femmes, qui font la même chose que moi et que clairement, elles ont pas la même expérience que moi. Tu vois, sur le truc. Alors, souvent, on a tendance à dire oui, mais pour les filles, c'est plus facile sur Internet, voilà, parce que. Il suffit qu'elles soient mignonnes. Voilà, c'est ça, exactement. Tu te maquilles bien, tu fais ton truc et tout. Alors, certes, pour percer, peut-être que ça. Enfin, c'est sûr que ça rentre en jeu. Tu vois, j'en parlais avec elles en ont conscience, hein, pour la plupart, c'est sûr. Par contre, l'audience que ça te ramène, faut la gérer, hein. Ouais. Parce que voilà, et c'est terrible. Elle est sur l'apparence, hein. C'est ça, et c'est ça le problème, c'est ce que je disais d'ailleurs au comité, c'est que. En fait, moi, quand j'ai des commentaires, même négatifs, ça concerne mon contenu. Ça concerne les idées, ce que je dis. Pas ton apparence. C'est ça. Alors que elles, la plupart des commentaires, même positifs qu'elles ont, c'est sur leur apparence. Et c'est sur elles. Et tu te dis, ça doit être tellement dévalorisant pour toi, en fait, de mettre, tu vois, de travailler sur un truc et tout. Et les seuls commentaires que t'as, c'est ah, t'es trop mignonne, ou t'as pris du poids, non? Tu vas dire, mais quel est le rapport? T'es fatigué. C'est ça. Quel est le rapport, quoi? Et puis même le harcèlement et tout, c'est pas du tout la même chose. Moi, encore une fois, comme je t'ai dit, tous les gens sont très gentils avec moi. Je reçois jamais quasiment jamais de messages un peu étranges ou quoi. Quand j'en parlais avec mes collègues, elles me disent, elles reçoivent, tu peux envoyer une photo de tes pieds tous les jours. Tu vois, il y a des demandes de photos de pieds, de trucs de machin. C'est quand même, tu vois, tu fais, c'est un peu malsain, tu vois, comme. Pardon, ça me fait rire, mais ça me fait rire parce que mais c'est pas rigolo du tout. Non, bien sûr. Alors. Effectivement, quand on en parle aussi, souvent on en rigole ensemble, ça permet de décompresser un peu. Le truc, mais forcément, à mon avis, quand t'es toute seule chez toi, à taffer, que tu reçois tous les jours tes 3 demandes de photos de pieds, de machin, de bidules, tu te dis oula, ça doit être un peu pesant, tu vois. Bah oui. Hein. Et tu vas te sentir vachement vulnérable aussi. Tu te dis ouais, mais ces mecs-là, si je les croise dans la rue, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. C'est ça, il y a un problème d'image publique dès lors que tu deviens potentiellement exposé, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Ah ouais. Non, parce mais après... on est toutes concernées, hein. Crois pas, c'est pas une question d'âge, de quoi que ce soit. Ce dont tu parles là, c'est-à-dire cette différence d'expérience, à travail égal entre un homme et une femme, c'est partout. Et c'est fou parce que moi j'ai mis du temps à le réaliser, ça. Parce que moi, enfin j'ose espérer, j'ai jamais eu trop cette différence dans mon jugement par rapport aux femmes. Et je me disais, mais non, mais je comprends pas, elles exagèrent, tu vois. Je me rappelle quand j'étais ado, je fais, elles exagèrent. Et quand tu grandis, et tu vois les expériences, et tu vois plus de choses, et tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, elles ont raison, depuis le début. c'est à l'infernal, c'est infernal, quoi. Ça fait peur, parfois. Hein. Enfin, en tout cas, je trouve ça super que tu t'aies gardé les yeux ouverts et que tu t'en rendes compte, parce que les meilleurs alliés des femmes, ce sont quand même les hommes. Ouais, mais ça, c'est pareil, tu vois, j'ai hésité avant d'accepter parce qu'on est au comité, pour le moment, il me semble qu'on est que des hommes ambassadeurs. Et moi, ça me met un un peu mal à l'aise, tu vois, je me dis, mais il faut des femmes, hein, tu vois, ambassadrices. C'est-à-dire que moi, avec... moi, mais tu sais qu'une ambassadrice pour le droit des femmes qui est femme, elle est forcément
elle a forcément moins de poids qu'un homme. C'est ça. Mais Parce du coup, je me dis, en acceptant, je rentre un peu dans ce jeu-là. Tu vois, et après, quand tu réfléchis à tout ça, tu dis, mais attends, mais où ça... Et après, tu dis, bon, allez, basta, bien sûr qu'on accepte. Évidemment, si je peux faire quelque chose, je le fais. Tu vois, on arrête. Mais il y a aussi ça qui... Mais je pense que ça va évoluer, j'en ai parlé avec le comité, évidemment, ça va évoluer justement en 2024 et tout. Et notamment, pour la journée des droits des femmes en 2024, je vais faire venir des créatrices qui pourront parler de leur expérience, on va faire un peu de musique, on va faire plein de choses. Et moi, le but, c'est justement que je sois le moins présent possible et qu'elles aient le plus la parole. Parce que voilà, c'est pas... Il y a des choses, moi, je suis là pour soutenir. Je soutiens, évidemment, je dis, mais c'est... Je veux dire, la parole, il faut que ça soit pour elles, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Oh, bah écoute, que ça continue comme ça, sur cette lancée. Moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Bah écoute, alors voilà. Ça sera le mot de la fin. Voilà, merci Florent. Merci pour l'invitation, Geneviève, et à bientôt, j'espère. Bah oui, au moins en 2024 avec la musique et les femmes. Exactement. La musique et les femmes. Très bien, une belle conclusion, tu as raison.